Merci Jean-Pierre pour rester sur la brèche que tu sembles décrire autour du CBD. J'en profite pour revenir à Katia. Il y a des questions sur effectivement la législation autour du CBD aujourd'hui. Qu'en est-il? Vous évoquiez tout à l'heure cette intervention de la Cour européenne. Je pense que ça vaut le coup de la repréciser. Et dans la même foulée, vous avez aussi parlé de la loi de janvier 2016 qui protège les intervenants. Et dans le flux de questions qui nous arrivent, on dit que cette loi, effectivement, ne vaut pas pour une intervention auprès des mineurs. Si vous pouvez repréciser sur ces deux aspects-là, s'il vous plaît. Katia, on ne vous entend pas. Est-ce que c'est nous? Est-ce que Il faut mieux mettre son micro pour pouvoir parler. Sur le CBD, effectivement, la Cour de justice a indiqué que il n'y avait pas on ne pouvait pas interdire la circulation de ce produit, sauf à démontrer effectivement les effets néfastes sur la santé. Et pour l'instant, en état des connaissances scientifiques, il n'y a pas d'effet psychotrope ni d'effet nocif sur la santé humaine. Donc, du coup, on lui applique le régime de la libre circulation des marchandises de l'Union européenne. Voilà, si je reprends, son interdiction peut être justifiée par un objectif de protection de la santé publique et il reviendra à une juridiction nationale de l'apprécier. Mais sinon, effectivement, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, il y avait une construction juridique complexe en France pour essayer de justifier effectivement l'interdiction. Elle avait été d'ailleurs pas forcément suivie d'effet partout, parce que de toute façon, la justice déjà ne peut pas contrôler la circulation des substances classées comme stupéfiants. Donc, c'est sûr que c'était pas en général la première priorité des procureurs de la République de lutter contre le CBD, alors qu'on n'arrive déjà pas à le faire pour les stupéfiants. Mais il y avait effectivement eu des fermetures à certains endroits, et cette décision ouvre la voie à une solution différente. Mais c'est vrai que c'est surtout révélateur de la volonté de la puissance publique de ne pas laisser la moindre petite fissure s'ouvrir de façon complètement absurde, parce que ça n'a rien à voir, le CBD, avec effectivement des substances avec des effets psychotropes. Sur la deuxième question, c'était sur les mineurs, oui, c'est ça. Parce que tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions qui avaient déjà été évoquées, et notamment ce sujet des mineurs était déjà important. Sur les mineurs, c'est à peu près la même chose, la même logique qui s'applique sur ce qui concerne l'intervention judiciaire, avec les problématiques en termes d'articulation entre les interventions sanitaires et médico-sociales et les interventions de la justice. Avec donc une exclusion des mineurs du dispositif de l'amende forfaitaire, heureusement, mais du coup rien de particulier qui avance par rapport à la question des mineurs, parce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que la politique publique devrait quand même se concentrer sur les mineurs, pour lesquels les consommations peuvent avoir poser des dommages plus importants, et pour lesquels effectivement, il peut y avoir un enracinement de problématiques d'addiction quand les consommations commencent tôt, et donc en dessous de certains âges, quoi. On n'a pas, il y a dans la volonté du ministère de la Justice là aussi, de permettre la mise en œuvre de meilleures articulations entre le champ du médico-social et la justice en ce qui concerne les mineurs. On a notamment la protection judiciaire de la jeunesse qui accueille des mineurs placés, par exemple, qui suit des mineurs en assistance, pour des mesures éducatives dans leur famille avec des éducateurs. Ils constatent que tous les mineurs consomment, quasiment tous les mineurs donc ils ont la charge consomment du cannabis, et une fois qu'ils ont constaté ça, ils savent pas très bien quoi faire de cette information, évidemment, parce que et c'est un peu la même logique que ce qui se passe dans tous les endroits où des mineurs sont au contact de professionnels, à l'école,
dans des centres de loisirs, des centres de vacances, etc. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en fait? C'est une infraction pénale. En plus, là, pour la PJJ, ça relève du ministère de la Justice. Comment on travaille sur ces consommations? Comment on les trie comment on fait un tri pour permettre les interventions nécessaires pour les mineurs qui en ont besoin? A priori, à cet âge-là, ils ont tous quand même besoin au moins d'une évaluation par rapport à des consommations qui peuvent être relevées. Voilà. Et là, c'est encore un champ dans lequel la logique de l'interdiction vient être un obstacle à la fois à la prévention, à des discours posés par les adultes dans tous ces champs-là qui soient audibles pour les mineurs. On voit bien que par rapport à la logique de ce qui se fait dans les consultations jeunes consommateurs et à toute cette question de l'alliance thérapeutique, etc., de dire qu'on va aider le mineur à contrôler sa consommation, à comprendre les ressorts de sa consommation, etc. Tout ça, c'est très compliqué à mettre en œuvre pour tous les autres acteurs autour qui sont bloqués, encore une fois, par cette interdiction d'usage, cette infraction pénale qui sont censés relever, voire dénoncer aux autorités compétentes. Et c'est pour la PJJ vraiment une problématique extrêmement importante. Donc, vraiment, voilà... disons, le champ où la politique publique devrait se concentrer et le champ dans lequel elle est particulièrement impuissante et pour lequel on fait vraiment rien. Voilà, il n'y a aucune évolution favorable ces derniers temps, à part, bien sûr, la volonté des acteurs, pareil, localement, d'essayer de travailler mieux ensemble, d'essayer de faire des choses intéressantes, de mettre en place voilà, des mesures ad hoc, mais ça reste du domaine de l'initiative des professionnels concernés. Je voulais juste dire aussi qu'il y avait une question sur le sanitaire, les possibilités d'intervention, d'orientation vers le sanitaire par rapport à l'amende forfaitaire, la mise en œuvre de l'amende forfaitaire. Donc, la circulaire de politique pénale de fin août, du 31 août 2020, dit de façon très pudique que ça ne doit pas empêcher l'articulation vers le sanitaire. Mais en réalité, elle laisse entière la question de savoir comment se fait le tri, puisque l'amende forfaitaire, c'est la décision du policier. Ça n'empêche pas de faire d'autres choses, c'est-à-dire de continuer à appliquer la loi selon d'autres modalités de poursuite normales, c'est-à-dire avec un procureur qui est appelé par l'enquêteur et qui décide d'une autre orientation vers le sanitaire, justement, d'un rappel à la loi, etc. Ça ne l'empêche pas, mais ça relève vraiment de la décision sur place du policier. Alors, dans la circulaire, on dit si on a l'impression que la personne a des problèmes d'addiction, il faut choisir autre chose que l'amende. Enfin, c'est pas le policier qui peut le savoir. Ça n'a aucune réalité. Et puis, je partage ce qui est dit de toute façon sur. Voilà, ce qui est compliqué, c'est qu'on part de tellement loin que la question, et qui a un peu été posée par Fabrice, c'est est-ce qu'on accepte les intermédiaires, on va dire, pour progresser, c'est-à-dire déjà éviter que des gens aillent en prison pour des usages, déjà essayer de faire que la justice fasse des choses plus, voilà, ne vienne pas en choc frontal avec la logique du médico-social sur les dossiers qu'elle a à traiter, etc. Ou est-ce qu'on se dit, bah non, parce que ça c'est pas la bonne logique, on reste dans la dualité qu'il y a la possession des malades, les usagers, etc. C'est assez compliqué, mais déjà c'est vrai que nous, de notre point de vue et de magistrats qui faisons quand même globalement des interventions totalement erratiques, comme j'explique, pour toutes les raisons que j'ai expliquées. Voilà, on peut espérer que, on peut on prend tous les progrès qui sont possibles, on va dire. Donc l'orientation, le fait que la justice actuellement soit finalement contournée par une amende forfaitaire dans laquelle ce sont des policiers sur place qui vont remettre ces amendes, c'est une régression par rapport à ce qui existait avant, même si par ailleurs on aimerait pouvoir dire que évidemment tous les consommateurs ne relèvent pas d'une intervention et d'une prise en charge et de soins, etc., etc. Et à cet égard, un des points aussi que j'ai un peu laissé dans l'ombre parce que j'ai pas eu le temps de tout aborder, c'est le fait que avec cette interdiction pénale, on a une logique autre, on va dire vraiment complètement découplée de la question de la politique publique en matière de drogue qui se met en place quand c'est la police et la justice, parce qu'elle est logique propre
à la répression, aux logiques policières, aux logiques judiciaires, qui viennent se mettre en branle et qui effectivement font qu'on perd de vue finalement la cohérence par rapport à une politique publique en matière de drogue. Il y a effectivement toute la question des interpellations, la logique qui fait que la police a plutôt intérêt à interpeller des usagers de stupéfiants parce que c'est une affaire élucidée, c'est bon pour les statistiques. La police va le faire dans certains quartiers parce que c'est là que les gens sont contrôlés. Donc il y a toutes effectivement les choses qui ont été objectivées par un certain nombre d'études sur les personnes qui sont systématiquement contrôlées pour usage de stupéfiants, celles qui ne le sont jamais. Donc les problèmes effectivement que ça pose par rapport à l'égalité dans la loi et puis aux relations dans les quartiers entre police et citoyens. Derrière, la justice qui elle-même va avoir sa propre logique de j'ai un afflux qui m'arrive, parce que c'est la politique pénale, c'est la police qui l'a fait, c'est pas la justice. La police décide de mettre des moyens à tel endroit pour interpeller tel type de délinquance, et la justice, elle traite, et on lui dit il faut que tu fasses 100% de réponse pénale. Et donc voilà, ça c'est comme ça que ça fonctionne. Donc la logique derrière de la justice, c'est là comment je réponds, je réponds, faut que je réponde à tout, alors je vais faire un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Bon. Et tout ça devient totalement découplé de la logique politique publique, réduction des risques, etc. C'est pour ça que je vous dis, on part de tellement loin que, effectivement, si on peut attraper des petits bouts par la réduction des risques, par l'acculturation justice, santé, prise en charge, etc., on construit petit à petit un certain nombre d'îlots sur lesquels on essaie de s'appuyer pour avancer. Mais c'est vrai que ça reste... voilà, on a l'impression de partir d'assez loin. Mais il ne faut pas désespérer. Merci Alain, et je reviendrai à mes 3 autres intervenants tout à l'heure. Oui, merci Abdou, merci. Je voulais rebondir sur ce que disait Fabrice tout à l'heure, rebondir et puis peut-être diverger un peu, en tout cas apporter un certain nombre de précisions. Quand Fabrice disait la santé n'est pas un argument pour démonter la loi de 70, je résume. Je pense que tu as en partie raison. Ça m'a fait penser à ce que nous disaient nos collègues suisses il n'y a pas très longtemps, qui en connaissent bien des choses sur comment changer la loi aussi là-bas. Et ils nous disaient, c'est pas la science qui sert d'argument pour changer une politique. C'est la conception de la politique elle-même sur la société qu'on veut construire. C'est pas la science. Et donc c'est un peu désespérant. Mais en réalité, je pense que c'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que au moins, il faut qu'on puisse faire en sorte que la santé et la science ne soient pas un obstacle au changement de la loi. Je m'explique. Ce qui a fondé complètement la conception qui est sous-jacente et qui même était au début très clairement dans la loi de 70, dans sa première version, c'est l'idée de dépendance. C'est-à-dire qu'il y a certaines substances qui sont dangereuses, mais parce qu'au nom du fait qu'elles créent une telle emprise que c'est plus possible de s'en libérer tout seul et que donc il faut que la société intervienne contre ça. Et cette vision de la dépendance qui s'abat sur la personne qui prend même pas longtemps, ou même aux premières consommations un produit, ça arrange bien aussi la médecine. Parce que ça justifie, ça légitime aussi la médecine pour pouvoir intervenir, une autre forme d'intervention. Mais c'est là, sur cette question de la dépendance, pour résumer, que converge à la fois le modèle judiciaire et à la fois le modèle médical de l'intervention légitime de la société contre ça. En réalité, et moi je pense qu'on n'est pas suffisamment clair là-dessus, nous intervenants, nous cliniciens, nous soignants, etc., la dépendance n'existe pas, ou très peu, en tout cas par rapport à ce qu'elle est dans la présentation sous-jacente, encore aujourd'hui quand on entend parler à la télévision par exemple du crack, et qu'on a des explications par des policiers, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, mais aussi par des médecins disant qu'on consomme du crack et après c'est extrêmement difficile à arrêter. Si on ne combat pas ça,
si on n'explique pas justement que ce n'est pas la réalité, je pense qu'effectivement, on ne fait pas notre boulot, à nous, à notre niveau, pour pouvoir délégitimer cette intervention de la société. Or, la dépendance n'est pas le problème de l'addiction. Le problème de l'addiction, c'est d'avoir des difficultés pour changer sa situation. Et ce n'est pas simplement une question de consommation, c'est une question de situation sociale, situation par rapport à son histoire, situation par rapport à la société elle-même, etc., l'exclusion, beaucoup de choses de cette sorte-là, et on voit très bien que plus tous ces éléments-là sont présents, plus effectivement la dépendance, c'est-à-dire la difficulté à changer sa situation, est forte, est importante. Donc en fait, le soin, quand on regarde bien ce que nous faisons pour sortir, aider des personnes à trouver des chemins qui leur permettent de sortir de cette soi-disant dépendance, cette addiction, c'est de les aider à modifier leur situation et pas que sur la consommation, loin de là. Donc je pense que même, je suis tenté parfois de le dire comme ça, mais la dépendance n'existe pas. Et que c'est un mythe qui est créé pour justifier une certaine forme d'intervention, mais qui n'existe pas, en tout cas certainement pas plus que pour des drogues légales, dans les drogues illégales, ça c'est une évidence, mais certainement même avec les drogues légales, encore moins que ce qu'on imagine. Voilà. Donc je crois que c'est finalement important de démonter, de déconstruire cette vision qui est extrêmement partagée, y compris dans les rangs des soignants, sur ce centre de tout qui serait le phénomène addictif, donc derrière ça, l'emprise et la dépendance. On va continuer dans cette même perspective, effectivement, de lancer les pistes sur lesquelles aujourd'hui devrait porter, en tout cas, le travail de déconstruction, mais aussi de mise en difficulté de ce que présente aujourd'hui cette loi en tant qu'incidence sur la vie des citoyens et des patients pour ceux qui sont suivis dans les établissements. Je vais essayer de partir sur deux questions. Il nous reste une vingtaine de minutes et on aimerait rester dans le timing. Deux questions que je vais poser à la fois aux quatre intervenants qui sont aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique cette spécificité française sur ce sujet-là? Et la deuxième question, quels seraient aujourd'hui les axes de plaidoyer, y compris de plaidoyer agi, qui viendraient en tout cas apporter quelque chose qu'on a peut-être manqué sur ces années précédentes pour commencer cette loi. Alors, je commence par qui? D'accord. On va s'arrêter là. Non, pas du tout. Alors, qui veut commencer? Je viens de lancer sur le... Comme ça sera vite fait. Le pourquoi, je sais pas. J'aurais une hypothèse qui mélange le centralisme, le jacobinisme traditionnel, la guerre de 14, la ligne, on ne passe pas, la tranchée, une culture voilà, qui est quand même ancrée, en tout cas, chez une partie de nos élites, hein, puisque la politique est faite par un microcosme de personnes qui ont la carrière politique. Donc il y a peut-être une dimension comme ça, intellectuelle, cognitive, on est à l'intérieur d'un mode de pensée qui est que la ligne de défense se tient sur la ligne, on ne la franchit pas, on n'est pas dans une culture de la mobilité. Les axes de plaidoyer, à partir de ça, je laisserai ça de côté. Je dirais que, pour moi, paradoxalement, c'est repartir de choses que disait Katia. C'est-à-dire, ce serait repartir des préoccupations de la majorité de nos concitoyens. La majorité de nos concitoyens concerne, par exemple, pas leurs enfants et donc ou leurs proches, et donc effectivement de faire avancer les solutions. La difficulté, c'est que faire avancer ces solutions, il faudrait arriver à faire entendre. Il faudrait les faire avancer en sortant du réductionnisme du point précédent qu'on discutait avec Fabrice et que reprenait Alain. Il faudrait faire entendre que les solutions ne peuvent pas se résumer à des solutions médicales, qu'il y a des solutions éducatives, qu'il y a des solutions sociales. C'était par exemple, Katia évoquait leur stratégie magistrat de dire on essaie de faire des îlots.
Nous, c'était l'intérêt pour qu'on est allé très vite sur des programmes chez soi d'abord, pour qu'on est allé très vite sur des programmes comme Tapage, c'est-à-dire pour qu'on est allé très vite sur des programmes qui pouvaient montrer que si on ne s'enfermait pas sur on va les mettre dans un lit d'hôpital, on va mettre les soins les plus sophistiqués et on va éradiquer cette méchante dépendance, on pouvait avoir des résultats qualité-prix tout aussi satisfaisants. Voilà, donc le plaidoyer serait de repartir de cette idée qui est que il n'y a peut-être pas d'alternative au fait qu'on rencontrera des produits et que la meilleure façon, c'est de s'y préparer plutôt que de chercher à les éradiquer. Fabrice? Oui, mais en fait, je repensais à ce que disait Alain, là, et je pense que tu restes au milieu du gué. Parce que on va reprendre le plat du... Excuse-moi, chez vous, il y a Jean-Maxence et Fabrice. Chez nous, il y a Jean-Pierre et Alain. Il y a celui qui reste au milieu du gué. Et si tu reprends la question du consommateur de crack, qui n'arrive pas à changer sa situation, je suis complètement d'accord avec toi, c'est vraiment une histoire d'autonomie qui devrait poser question plus que la dépendance. Et je suis aussi d'accord avec toi sur le fait que le triptyque usage, abus, dépendance, nos grands addictologues se sont focalisés très logiquement sur la dépendance, tu l'as dit Jean-Pierre, parce que c'est leur métier. Mais ce que j'essaye de dire quand je parle de légitimité de la demande, c'est qu'il faudrait, et y compris pour les magistrats d'ailleurs, qui ont un travail intellectuel, qui comprennent que même le consommateur de crack, à un moment, il est légitime dans sa demande de crack. Et que cette demande, elle doit être incarnée. C'est pour ça qu'effectivement, je pense que l'histoire du CBD, si on parle de sortir du problème, c'est plutôt bien qu'il y ait des gens qui incarnent une demande de consommation de CBD. Un truc auquel je n'ai pas pensé, mais qui concerne directement à suite tout le travail qu'on fait sur la représentation des usagers de TSO, des patients de traitement de substitution, notamment vis-à-vis de l'ordre des pharmaciens. Où là, on s'est rendu compte, d'un seul coup, qu'on avait une parfaite légitimité, y compris à protester contre les refus de délivrance, et voire même le système se mettre à nos côtés pour engager des procédures contre les pharmaciens qui commettent ce qui relève de l'infraction. Bon. Parce qu'on a incarné une demande légitime, une demande de soins en l'occurrence. Et c'est pour ça que je parle de milieu du gué. Parce qu'évidemment, tant qu'on... Alors je comprends, hein, ici, y compris à Sud, on était une association de lutte contre le sida, et on reste une association de patients. Donc c'est compliqué de parler d'autre chose que de demande de soins. Je pense qu'au niveau politique, par contre, c'est là où il faudrait un peu plus de courage, comme les anglo-saxons l'ont fait, c'est-à-dire qu'il y ait des politiques qui soient prêts à incarner cette demande de drogue pour légitimer, y compris une demande de soins. Voilà ma sortie du... Jean-Maxence. Oui, merci. Sur la première question, je crois qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de notre jacobinisme. Il y a quelque chose dans l'éthos français qui est lié à la raison et à Descartes, à toute une tradition assez forte. Et je pense qu'il se marie mal avec en tout cas une part de l'imaginaire des psychotropes. Et je pense qu'il y a une tension dans la République entre effectivement un discours et une réalité très forte de l'émancipation individuelle et en même temps quelque chose dans le rapport au pouvoir de l'ordre de l'infantilisation. Et c'est revenu beaucoup à propos de la Covid, en tout cas dans ces premiers moments. Et je pense que sur la question des drogues, on est énormément là-dedans. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis d'accord, hein, la question des proches, des enfants, c'est un enjeu très important. Mais très souvent, on ramène la question des drogues à la question parentale. Et qu'est-ce qui se passe pour nos enfants ? Et derrière ça, il y a un peu, à mes yeux, une infantilisation qui est assez française du citoyen de ce point de vue-là. Et sur le plaidoyer, moi, j'aurais tendance à, malgré tout, à jouer la carte de ces enjeux de liberté publique, de droits de l'homme. Je sais qu'ils sont très chahutés aujourd'hui et que c'est pas évident, mais il me semble que c'est de ce côté-là qu'il faut aller, ou continuer à aller, parce qu'il y a un paradoxe,
c'est-à-dire que ce qu'on reproche aux psychotropes, c'est une forme d'aliénation, d'assuétude, d'addiction, etc. Tout ce que tu as dit sur la société addictogène. Et en même temps, la solution principale, et qui oblitère d'ailleurs toutes les autres au final, quels que soient nos efforts, c'est elle-même une solution privatrice de liberté et aliénante. Et c'est là où il y a un paradoxe, si vous voulez, tout à fait étonnant sur l'hétéronomie que constitue cette solution, alors que finalement, ce qu'on reproche éventuellement aux drogues, c'est de remettre en cause l'autonomie de l'individu, ce qui peut se produire effectivement dans certains cas particuliers. Et le dernier point, et vous l'avez dit, c'est vraiment, on en discutait en début de semaine avec Médecins du Monde et Marie Geoffray, c'est vraiment la question des représentations. Et effectivement, si l'usager de psychotropes, c'est principalement, je dirais, la personne qui consomme du crack place Stalingrad dans l'imaginaire collectif, et ben d'un côté, on passe complètement à côté de toutes les problématiques d'usage autres et on est dans une stigmatisation réductrice. Et de l'autre côté, on s'empêche de voir que, évidemment, cette personne à Stalingrad, il y a cet enjeu de l'usage du crack, mais il y a des tas d'autres dimensions de précarité, de vulnérabilité sociale que du coup, on va aussi en partie sous-estimer. Voilà ce que je voulais apporter comme élément de réponse. Merci Jean-Maxence. Katia. Oui. Je pense que disons que l'évolution du contexte qui rend davantage possible pour le politique le fait de mettre ce sujet sur le tapis en parlant autrement, elle est assez récente. Et après, on peut pas écarter non plus le contexte particulier dans lequel on se trouve à un moment politique par rapport au calendrier électoral, par rapport à ces questions-là. C'est-à-dire que je rejoins ce que disait Jean-Maxence, hein, on est dans un moment de régression des libertés de façon générale. Les drogues, c'est un peu comme un peintre avec sa palette, hein, c'est un des sujets sur lesquels c'est un peu comme l'insécurité, nous on en fait les frais régulièrement. C'est un des sujets qu'on peut facilement exploiter politiquement dans des discours quand on veut marquer un curseur sur les questions de sécurité, sur les questions d'autorité de l'État, sur les questions de problèmes dans les quartiers, etc. Donc, du coup, on ne parle pas réellement des drogues, hein, on parle d'autres choses, mais ça fait partie de la palette de communication des politiques. Et on est dans un moment dans lequel, vous l'aurez noté, de manière globale, on est sur des régressions tous azimuts. Donc, disons que ça tombe mal, entre guillemets, c'est-à-dire que peut-être ça aurait été un moment où un autre discours politique aurait pu émerger par rapport à un contexte mondial qui évolue, mais malheureusement, en France, on n'est pas du tout dans ce contexte global-là. Cet été, pour le Premier ministre, il se demandait bien ce qu'il allait pouvoir dire peut-être pour dire qu'il remettait un petit paquet sur l'insécurité. Il y avait l'amende forfaitaire qui était prête à être mise en œuvre à ce moment-là. Bah tiens, allez hop, on en met un coup sur l'amende forfaitaire et on part dans le discours. Voilà. Donc on a aussi des questions de timing politique, de timing des échéances électorales, de timing de vie interne à la France qui emporte systématiquement le sujet des drogues dans autre chose que le vrai sujet, quoi. Donc je crois que voilà, pour le moment, on n'est vraiment pas dans un on a des forces contradictoires, hein. On a vraiment, encore une fois, le travail des parlementaires qui est quand même, lui, continue sur le fond à avancer, à accumuler des connaissances, à faire ses rapports. Il y en a eu 5 ou 6 depuis 20 ans, des rapports parlementaires qui disent qu'il faut évoluer. Et puis, on continue à avoir, de l'autre côté, le gouvernement qui répond aux enjeux du moment par un discours sur les drogues qui est plaqué et qui ne correspond pas effectivement à tout ce qu'on peut savoir aujourd'hui de ce phénomène. Merci beaucoup Katia. Merci beaucoup chers intervenants. Nous sommes à la fin de cette première partie où on a eu
à partager ce temps de réflexion avec 136 personnes depuis ce matin qui suivent ces discussions. Nous n'avons peut-être pas relevé toutes les questions, c'est un exercice inédit qui demande à s'améliorer. Ce que je retiens globalement, effectivement, notamment sur ces deux grandes questions qui ont clôturé cette séance, tourne autour de, à la fois, on fait le constat des limites de ce que nous avons entrepris jusqu'ici, et on apprend avec cette expérience qu'on a jusqu'ici, qui permet aujourd'hui de dégager, en tout cas, une légère compréhension qui pourrait être approfondie de la spécificité française, ce que Jean-Pierre appelle la ligne Maginot, qu'on n'arrive pas à franchir. Et je trouve cette métaphore assez juste. Je pense que c'est une guerre à la drogue et elle s'inscrit effectivement à une guerre contre les citoyens et les personnes. Et c'est ce point de vue-là que je trouve que Jean-Maxence, l'axe que tu ouvres est extrêmement intéressant, l'axe du droit de l'homme. Et aussi de la Constitution, quand même, qui est le repère majeur, qui pose une liberté dans ce qu'on agit et ce qu'on fait, qui permet à la fois de responsabiliser l'usager de produits, parce que ça aussi, je pense, c'est une forme de disqualification, c'est irresponsabilisation que tu appelles enfantillage et qui a un rôle majeur dans la façon de s'apitoyer auprès d'un public qui n'aurait pas une légitimité à pouvoir prétendre à un comportement et à en assumer toutes les conséquences. Et je pense que ça se joue beaucoup dans la clinique par moment, mais ça se joue aussi sur la législation des produits. Et je pense que c'est un axe intéressant à continuer à travailler dans le cadre de cette réflexion pour sortir de cette loi. La déconstruction des représentations, forcément, aujourd'hui, on parle plus de précarité que de drogue dans ce pays, et en Paris particulièrement. Quand on parle de la situation de la colline, de la situation de Saint-Denis, on voit plus de précarité et de difficultés sociales qui sont liées en partie à des facteurs multiples qu'une consommation de produits qui effectivement en est peut-être l'élément qui rend la chose beaucoup plus visible et sensationnelle du point de vue des médias. Et je pense qu'il y a effectivement un travail de déconstruction à faire à ce niveau-là. Et Alain pointait quelque chose que je trouvais juste qui était aussi reconsidérer la place du corps médical et du corps soignant sur le sujet. Je pense que cet espace-là doit s'élargir pour permettre effectivement que les usagers et les usagers de produits, parce que je parle à la fois des usagers de structures mais des usagers de produits, puissent effectivement arriver sur cet espace-là et faire valoir ce rapport de pouvoir qui pour moi n'est pas improductif, il est productif, mais il a besoin de s'inscrire dans un cadre où on co-construit. On n'est pas effectivement que juste dans un rapport, et ça c'est de plus en plus ce qui en tout cas apparaît dans les perspectives qui sont travaillées dans des coopérations à la fois entre ASUD, OPELIA et nos structures, de dire il faut que cet espace-là existe davantage et soit un réceptacle à la fois de contradiction, de tiraillement, parce que c'est aussi ça qui constitue la façon dont les uns et les autres appréhendent cette affaire. La question des familles, je pense que évoque Jean-Pierre est extrêmement pertinente dans le sens où il faut socialiser les drogues. Il n'y a jamais de société sans drogue, on n'a jamais voulu socialiser les drogues, si ce n'est qu'aller voir sous l'angle du danger, de la menace. Et je pense qu'elles ne sont pas que ça, fort heureusement, elles apportent des solutions, avec des conséquences liées à ces solutions, mais pour la plupart des usagers de substances et de produits, le recours n'est ni suicidaire, ni mortifère, ni quoi que ce soit. Ils sont à la quête d'une solution, comme peut l'être d'autres offres par ailleurs. Et je pense que ça participerait effectivement de cette socialisation de l'usage de drogue, qu'il est d'ailleurs pour les produits licites par ailleurs, et qui peuvent générer des conséquences en termes sanitaires, sociaux aussi importantes, mais qui sont pour le coup socialisées parce qu'aujourd'hui, la culture française, effectivement, peut se vivre très très aisément à travers la consommation d'alcool sans que ça ne pose absolument problème pour la plus grande partie des consommateurs. Donc je suis assez à la fois pessimiste mais en même temps enthousiaste à l'idée qu'on a fait un état des lieux aujourd'hui à travers cette matinée et ça va se poursuivre cet après-midi avec les différentes interventions. Il y a des axes qui se sont dégagés et je pense qu'on continuera à les travailler.
avec ce même format que je trouve assez intéressant, qui est de pouvoir à la fois avoir le système judiciaire, le système d'offre de soins, la parole des usagers, tant de structures que de produits. Dans les questions que nous recevions, on nous interrogeait sur la police. Quelle formation pour la police? Quelle place de cette réflexion autour de la police? Et je pense que c'est peut-être un élément supplémentaire à faire entrer dans cette discussion-là, parce qu'on ne dit pas assez, dans ce corps, tout n'est pas homogène. Il y a des policiers contre la prohibition, qu'on n'entend pas beaucoup, mais qui existent et qui effectivement font valoir tout ce que vous avez évoqué, Katia, autour de l'usage de la répression comme outil économique et outil de rentabilisation du travail dans les commissariats. Donc je pense qu'on peut encore élargir la palette d'acteurs dans nos réflexions futures, mais ces deux vues-là, en tout cas, étaient déjà assez intéressants et pertinents ce matin pour amorcer ce sujet. Je voulais rester dans le timing parce qu'on me l'imposait, il est 12h30. Presque. Je vous propose de faire la pause et de revenir tout à l'heure cet après-midi. À 14h. À 14h. À 14h. Merci beaucoup aux invités. Merci beaucoup, Katia, d'avoir pris tout ce temps. Merci pour cet échange très utile pour nous, très intéressant. Et j'espère qu'on continuera d'ailleurs à l'avoir. Voilà. Merci aussi à Sud d'avoir été là dans cette discussion, parce que on travaille ensemble de plus en plus, donc dans la discussion, hein, le débat, c'est super, mais aussi dans les actes et donc les actes communs. On va travailler encore plus. Encore plus en 2021. Déjà. Mais oui, on va continuer et aller plus loin. Voilà, merci beaucoup, merci à vous, et puis à tout à l'heure, donc 14h pour la reprise, pour revenir au studio rue du Rendez-vous. Merci Katia, merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.